c'est le nom qu'on a donné à une association qui s'occupe de sophrologie, c'est le nom du site. Alors là, qui présente ce qu'est la sophrologie. Il y a une vingtaine de pages. Ah bon, voilà. La page d'accueil que vous avez là avec André Lamour. Oui, je vois, oui. C'est l'association des anciens élèves qui a fait plus d'1 millier d'élèves à peu près, mais on en a formé 5000. Oui, donc ça c'est beaucoup plus important que au niveau astrologique. Oui, parce que c'est pas pareil. On forme un sophrologue, on a un sophrologue depuis... L'école a 30 ans. Elle a été fondée en 80. Oui. Donc elle a bientôt 30 ans. Et on a formé à peu près 5000 sophrologues. Mais moi, j'ai en 20 ans formé à peu près 500 astrologues. Mais former, ça veut dire à l'occasion de réunions, comment ça se passe? C'était des cours. Oui, pas de réunions, des cours collectifs. Des cours collectifs de week-end. Et je les gardais 5 ans. Donc, oui, là c'est ça, oui. Je les gardais 5 ans. Oui. Mais j'avais des cours à Paris, à Troyes, à Auxerre, à Dijon. Et Orléans. Et Orléans. Orléans, beaucoup. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé un congrès à Orléans. Vous avez organisé un congrès à Orléans, notamment. Parce qu'à Orléans, d'ailleurs, l'association GESEL a son siège social à la Maison des associations à Orléans. Et on a toujours un peu combiné les deux. Et actuellement, vous avez quelqu'un à Orléans il y avait notre ami Beauchard qui était à Orléans. Ah oui, il est toujours. Mais oui, il est très âgé, très malade. Oui. Mais vous avez encore des gens qui font l'astrologie à Orléans? Mes anciens élèves, oui. Parce que moi, je vais être à Orléans après-demain. J'ai quelqu'un à Mardier, je peux vous donner ses coordonnées. Voilà, j'aimerais bien parce que je vais peut-être le rencontrer. J'ai quelqu'un à Mardier, elle fait de l'astro. C'est où? C'est à côté d'Orléans? Oui. Ah, d'accord. Donc je vais peut-être. J'ai son. Alors donc, voilà, on va y penser tout à l'heure. Alors voilà. donc. Alors là, bon, bah, si vous voulez, c'est le site qui a. On a quand même quelque chose comme 1000 visites par mois. Oui. Qui génère 100 demandes de doc et qui génère 10 nouveaux inscrits. Ça fonctionne, c'est comme ça. Si on fait le calcul... Statistiquement, c'est comme ça. Il y a une moyenne, si on prend sur l'année, de 1000 visites par mois, donc 12 000 dans l'année. Oh, mais c'est pas vrai, putain. Là, ils ont été mis ensemble. Donc ça, c'est le GESEL, sophrologie, donc c'est le... Voilà. Fédération francophone des relaxateurs. Ça, c'est la Fédération des praticiens. Et vous avez contribué à la création de cette fédération c'est sur nos anciens élèves. Non, parce que justement, je voulais savoir. Exclusivement nos anciens élèves. Donc le mot fédération. Moi, je joue le rôle de coordinatrice. Mon mari est président d'honneur. Oui, bien sûr. Oui. Et puis alors, on a également un syndicat pour défendre les élèves en cas de problème, avec un avocat à la tête qui est de Marseille. Et il y a une fondation à Genève. Alors, je vais vous donner une doc. Vous avez tout ça. D'accord. Parce que c'est bien, c'est les astrologues qui font... J'aime bien les gens qui ont plusieurs activités qui cohabitent. Voilà. Les documentations. Je vous en donne deux. D'accord. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on envoie aux élèves qui... Alors, en général, sur le site, là, ils visitent le site. Ils vont, là, demande d'information. Vous voyez, ils cliquent là. Ils mettent leur adresse, leur nom et leur adresse mail. Ils reçoivent dans leur boîte mail, un quart d'heure après, une première documentation. C'est automatique, ça. C'est automatique. Et moi, j'en suis informée, vous allez voir, par mail également. C'est une routine qui fait ça. Hein. Oui, oui. Alors, j'en suis informée. Et aussitôt, vous voyez, demande de documentation. Voilà comment ça se présente. Et moi, j'envoie cette documentation-là. Là, j'aime pas tout ce nom-là, parce que je préférerais un nom un peu plus francisé. Voilà. Une de Dijon. Alors, des demandes comme ça, on en a 100 par mois. Alors, il y a des mois à 110. Il y en a 10% qui s'inscrivent. 10% qui s'inscrivent, oui. Et là, donc, c'est la doc qu'on leur... Alors, moi quand je reçois cet avis-là tous les matins, je fais des enveloppes, et ça part. Il y a donc une petite doc, plus détaillée que celle qu'ils ont reçue par mail. Alors, oui, les questions également, je vais vous la donner. Oui, si vous voulez. Alors, on y présente également la fondation, qui est à Genève, avec des médecins à la tête, le syndicat, le groupement GESEL et la fédération.
Tout ça, ce sont des organismes, des associations constituées par nos anciens élèves. Oui, c'est Donc vrai. nous, c'est pas nous qui sommes à la tête. À la tête de chacun, il y a un ancien élève. Par contre, mon mari est vice-président de toutes. Pas vice-président, président d'honneur. Et alors voilà, on parle de la sophrothérapie. Voilà. Et vous parlez tout à l'heure de l'astro-sophrothérapie. Oui, mais alors avant, on l'appelait astro-sophrothérapie, maintenant on l'appelle sophrothérapie. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de l'astrologie dedans. Oui, mais alors, attendez. Là, Alors, comment est-ce je qu'elle veux- arrive à se Attendez, présenter? c'est une technique qui conjugue la découverte de l'état modifié de conscience obtenu avec la sophrologie évolutive et la confrontation aux principes essentiels, aux modèles immuables, aux archétypes platoniciens chers à Jung et communs à toutes les traditions. Voilà. Bon, il s'agit de proposer à votre inconscient, dans le langage symbolique qui est le sien, des concepts qui relèvent de la sagesse éternelle et qui constituent le soubassement de la pensée humaine en permanente évolution. Ces symboles à effet déclencheur vous projettent face à votre part d'être essentiel et authentique et vous y trouvez la réponse au « qui suis-je ». Je suis porteur des mémoires de toutes les lignées dont je suis issu. Vous découvrez aussi lors de ces expériences un monde de vibrations inconnues plus subtiles, un jeu de caisses de résonance proposant des échos nouveaux, en fait un autre mode d'être vivant. Vous affinez vos perceptions, vos sensations, vous améliorez la finesse et la portée de l'émetteur-récepteur que vous êtes. Alors si vous êtes sophrologue confirmé ou en formation ou thérapeute d'une autre discipline, votre jugement sera également affiné et la portée de vos interventions amplifiée. Vous deviendrez donc un thérapeute de meilleure qualité, mais vous pouvez aussi faire cette thérapie à titre personnel sans faire la formation. Oui. La formation de sophrologue. Vous optimiserez alors toutes vos qualités, deviendrez plus clairvoyant et plus efficace en tout domaine, et aussi plus serein, comme tous ceux qui savent, entre guillemets, pour avoir expérimenté. Bon, voilà comment on le présente. Là, il n'y a pas de mot astrologie. Par contre, Non. alors, on met en dessous, je demande de documentation. Il y a des allusions, mais qui ne sont pas... Oui, mais attendez, mais alors après, il y a l'autre documentation sur la sophrologie. On y vient, on y vient. Je vais, parce que ça, si vous voulez, c'est joint à la documentation sur la formation de sophrologue. Oui. Donc on commence à y faire allusion, On prépare le terrain. on prépare le terrain, et alors après, là, on va vraiment parler d'astrologie. Je vais vous donner tout ça. Alors quand ils réécrivent pour demander, alors il y a des gens qui ne deviennent pas sophrologues, mais qui font l'astro-sophrothérapie. Ah, ils se branchent là-dessus plus spécialement. Oui, pour eux-mêmes, en tant que thérapie. Oui, donc ils sont plus branchés sur sur le côté astro que sur... Non. Enfin, ils veulent en tout cas que les deux soient combinés. Oui. Non, mais ils ne veulent pas devenir sophrologues, mais ils veulent bien faire une thérapie. Et à ce moment-là, Ils oui. s'appuient sur des archétypes. En fait, pour moi, si vous voulez, ce Oui. qui est, ce que je retiens dans l'astrologie, Voilà. c'est le langage Oui. des archétypes. Et c'est Oui. ce que j'utilise quand je combine avec la sophrologie. Vous connaissez les travaux de Tabé Non, sur le rêve éveillé, non, Michel Tabé? non, Vous avez jamais entendu parler de lui? non. Parce que lui, il travaille comme ça, à ma connaissance, peut-être qu'il a été influencé par vous, je ne sais pas. Ouais. Alors, attendez, je ne sais plus. Les symboles. Je pars carrément d'astrologie, là, quelque part. Les sophrologues guident leurs patients dans les méandres de leur inconscient. Ils doivent donc eux aussi se livrer à une exploration minutieuse de chacun de leurs des couches les plus profondes de leur psyché, afin de débusquer les nœuds d'énergie, séquelles des stress du passé, qui pourraient encore s'y dissimuler. André et Denise Dapré, après 10 années d'expérience et de recherche sur les applications possibles de la sophrologie, ont mis au point une méthode étonnante, conjuguant sophrologie évolutive et symbolisme, qui opère un nettoyage total et une remise en harmonie, et ceci en douceur, sans souffrance, sans générer de perturbations psychologiques. Les symboles utilisés sont spécifiques à chacun. Ils sont sélectionnés parmi ceux les plus anciens, qui constituent le langage des mythes fondateurs. Les concepts qu'ils évoquent se retrouvent dans toutes les traditions, c'est pourquoi ils appartiennent au symbolisme universel. Nous utiliserons le langage de l'astrologie chaldéenne pour repérer ceux qui vous concernent. Ces symboles à effet déclencheur vous projettent avec précision
sur les zones d'ombre, les blessures mal cicatrisées et la puissance du langage symbolique comme une réparation définitive et indolore. Le résultat est une véritable réharmonisation de l'être tout entier. Se connaître, s'accepter et être en accord avec soi-même est la clé d'une vie heureuse et la condition pour rendre la joie de vivre à ceux que vous traitez. Cette remise en ordre salvatrice, véritable gestation d'un être nouveau, s'opère au long de 3 séminaires d'un week-end, etc., etc. Bon, et alors là, il y a des témoignages de personnes qui l'ont fait. Il y en a une, celle-là, elle est psy en prison, auprès des prisonniers, et elle dit « Pas facile de transcrire une grande aventure en quelques mots. J'en ai trouvé un qui pourrait résumer, si cela est possible, la thérapie sophronique. Vaisseau. Vaisseau des grands espaces, vaisseau, navire des découvertes, vaisseau spatial du voyage cosmique, vaisseau architecture de l'espace intérieur, vaisseau conducteur de sang, de sève, réseau de vie jusqu'à l'infiniment petit, de l'immensité du temps et de l'espace à l'infiniment petit, d'un vaisseau à l'autre, passager de l'univers et de moi-même, me voilà plus consciente de ma place à différents niveaux, de mon rôle dans la grande aventure de la vie, connaissance de moi, chemin vers l'autre. Voilà. Amitié aux passagers du vol du 12-12-2005, c'est la période où elle a fait son stage. Merci à l'équipage et au commandant de bord. Voilà. Moi, j'avais participé à des ateliers. Oui, mais là, c'est plus tout à fait ce à quoi vous avez participé. On laissait chacun venir. Oui. Alors que là, il y a un guidage qui est fait par les textes. C'est-à-dire qu'on leur dit à tour de rôle un texte d'ordre général, enfin, conceptuel, qui concerne tout le monde, et ensuite un texte avec des symboles qu'on extrait, ce sont les degrés monomères de la Terre. Enfin, les degrés monomères où se trouvent les planètes. Oui. Alors, par exemple, on va faire un texte sur Vénus, mais au sens ontologique et mythologique pratiquement du terme, et la personne va avoir des images dont elle ne fait pas état verbalement, mais elle donne un compte-rendu écrit, et quand on relit ce compte-rendu, elle nous raconte sa Vénus. Et la Vénus du Capricorne, c'est pas la même que celle du Taureau, etc. Bon. Ensuite, on va lui donner l'image de l'astrologie. Je les prends chez Charubel. Les degrés monomères. Les degrés monomères de Charubel, représentant le degré monomère où est sa Vénus. Et là, elle continue de raconter sa propre histoire, avec les aspects reçus par sa Vénus, s'il y a un carré Mars ou un trigone Saturne, ou une conjonction à Jupiter, on le lit dans ce qu'elle écrit. La personne raconte son thème, elle n'est pas astrologue, elle ne sait pas qu'il s'agit d'astrologie, mais elle raconte son thème parce qu'on lui a proposé en état d'état le degré monomère sur lequel est sa Vénus. Vous nous proposez du texte, en fait. Donc, oui, on donne le petit texte. Voilà. Elle ne sait pas d'où ça vient, elle pense que c'est vous qui l'avez trouvé comme ça. Voilà. Alors, que ce soit vous qui... Elle sait que c'est extrait de son thème. Oui. Et comme elle n'est pas astrologue, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un degré monomère. Oui, c'est un peu magique. Enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui... C'est magique. C'est comme quand on lit son horoscope un peu, on voit un texte, on ne sait pas d'où ça sort, mais voilà, c'est un peu un oracle, en fait. Ouais. Et alors, il faut voir les résultats obtenus. Jadis, il y a très longtemps, il y a 20 ans qu'on fait ça, j'avais fait à Bruxelles, et j'avais parmi une des sessions un garçon qui est producteur de films, pas producteur, réalisateur de films, qui continue à m'envoyer ses vœux tous les ans, qui est très connu à Bruxelles d'ailleurs. Et il avait conclu de tout le déroulement, ça se passe en 3 week-ends. Alors, premier week-end, défrichage, on va travailler sur les croix, le soleil et la lune, et puis je crois qu'on s'arrête là. Le ternaire, le binaire, le ternaire, le quaternaire, le soleil et la lune. Deuxième week-end, alors on y va avec Mars, Pluton, qu'est-ce qui dérange encore, Saturne, et la lune noire. Alors là, c'est le week-end de dérangeant, décapant, comme je dis. Parce qu'ils ont véritablement des images qui sont gratinées. Hein. Bon. Et le troisième, c'est la reconstruction. Alors on repart sur Vénus, Jupiter, Neptune, Uranus. Et avec Uranus, si je me fie à Jones, qui est quand même... Moi, c'est quand même le maître auquel je me réfère. Oui, c'est vrai. Uranus permet de découvrir quel est le rôle... Là où on doit exercer son génie.
Donc quel est le rôle qu'on doit tenir dans cette incarnation, cette vie, puisque notre génie, le génie dont l'expression est spécifique à chacun, peut se lire dans le thème avec la position et les aspects d'Uranus. Et quand on leur propose donc leur Uranus, ils comprennent ce qu'ils doivent faire, qui est quelquefois très différent de ce qu'ils font. Et ce garçon dont je vous parle, qui s'appelle Jean-Claude Wouters d'ailleurs, parce que je pense que ça ne me dérange pas qu'on en parle, et qui était réalisateur de films, a complètement changé son mode de vie et s'est mis à faire des films à finalité spiritualiste, tout au moins idéaliste. Et il a fait le film sur le Dalai Lama. Alors qu'avant, il prenait ce qu'on lui offrait. Ce qu'on lui offrait ou ce qui lui semblait sympathique. Je voudrais vous demander, alors comment vous est venue cette idée d'utiliser les informations venant du thème ou enfin tout ça. C'est un jour vous avez dit on va essayer, on va bien voir. Non, je pense que je me suis forgé une conviction sur le contenu de l'inconscient pendant les 10 ans où j'ai fait des expériences, celles auxquelles vous avez participé avec mon mari, où il mettait un groupe en état et il laissait venir. Et j'étais souvent ce qu'on appelle le poisson pilote, c'est-à-dire c'était moi qui avais la première image, parce que je dois avoir, probablement, j'ai un cerveau droit qui fonctionne aussi bien que le gauche. J'entends par là que j'ai un bon équilibre entre mes deux intuitions et ratio. Et parce que je suis capable de plonger à fond dans le jeu, si vous voulez, de l'imaginaire quand je suis en état. Mais dès qu'on est revenu à l'état de veille, immédiatement, mon objectivité reprend le dessus et je fais une analyse très critique de ce que je viens de vivre. Oui. Donc, si vous voulez, ça me donne, disons que je suis bien enracinée, ça me permet de ne pas déraper en allant trop loin dans l'imaginaire, dans la mesure où il y a la rationalité qui est là derrière, le pragmatisme qui est là derrière. Et j'ai au long de ces 10 années d'expérience qu'on appelle, parce que souvenez-vous, quand mon mari a sorti ses premiers livres, c'était les libraires qui faisaient des vitrines entières. Il était un précurseur en la matière. Il y avait également un institut qui faisait ça en Californie, Bourgine, Jérôme Bourgine, qui est un journaliste d'investigation et qui a participé également pour écrire sur ce qu'on faisait, avait participé en Californie, il me disait qu'on faisait exactement la même chose. Et de ces investigations, j'en ai conclu que notre inconscient est porteur de mémoire, d'événements qui ne sont pas arrivés à nous, mais sans doute à nos aïeux. Oui. Il y a une filiation de sang, mais peut-être même aussi d'esprit, dans la mesure où on est dans une quête déterminée, ce qui est notre cas, à mon mari et à moi, pas la même, mais chacun la nôtre. Et on est porteur de mémoires qui sont confuses, diffuses, et qu'on peut préciser et révéler grâce à la haute état. Et alors, surtout, grâce au symbole. À partir du moment où vous vous exprimez, vous proposez à l'inconscient une explication symbolique d'un événement, à ce moment-là, vous avez l'inconscient répond. Mais je peux vous poser une question un petit peu iconoclaste. En fin de compte, est-ce qu'on pourrait imaginer que la personne pourrait se retrouver dans les documents issus d'un autre thème que le sien, par exemple? Non. Alors, au même vous avez fait des contre-exemples, vous parlez prenez un autre thème et vous voyez si c'est rejeté par la personne. Non, parce que il n'y a pas de rapport, si vous voulez. Le thème, la participante ne le connaît pas, ne le voit pas et ne sait même pas que nous l'avons. Oui. Bon, il va donner un compte-rendu des images ou des schémas qui lui sont arrivés pendant la séquence. Une séquence, je prenais l'exemple de Vénus, si on lit ce qu'il nous écrit, il nous parle de sa Vénus, il nous explique comment fonctionne sa Vénus. C'est ce qu'il a vu de façon métaphorique. Oui. Hein? Bon, mais comment voulez-vous qu'il se retrouve dans un autre thème? Non, mais alors j'ai pas très bien compris votre explication. Le thème astral vous sert à lui fournir des images. C'est tout. Mais vous pourriez par exemple lui proposer d'autres images que celles de son thème. Ça, on ne l'a jamais fait. C'est ça. Donc on pourrait imaginer qu'un autre thème alimente des éléments qui pourraient également fonctionner tout aussi bien.
À mon avis, pas tout aussi bien, parce que quand toutes les interventions sont doubles. D'abord, sur le concept en lui-même, que ce soit l'amour, la haine, l'optimisme, etc. Pardon. Et après, où on a déjà un retour qui correspond au concept en lui-même, et après on lui propose le degré monomère de son thème, et il précise les choses à ce moment-là. Oui. En tout cas, alors finalement, il y en a certains qui n'ont pas besoin de... Alors, donc, et avant, vous laissiez la personne... Alors avant, on ne se servait pas du tout de voilà, donc à ce moment-là, ça venait directement de la personne Oui, ben alors c'était ce à quoi vous avez participé, oui, qu'on a fait pendant 10 ans, oui, y compris au Canada et partout, oui, on ne proposait rien. Voilà. On mettait un groupe en état et on laissait venir. Voilà. Il y en avait toujours un sur le nombre. Alors là, les gens parlaient tout haut. Alors comment est-ce que... Alors, vous pensez que la nouvelle formule est préférable à la précédente? C'est tout à fait autre chose. Parce que un membre du groupe commençait à dire « je vois ceci, je vois cela », et tous les autres, à ce moment-là, voyaient la même chose. Oui. Et... mais en se situant autrement. Par exemple, je me rappelle d'une scène dans une église, certains étaient dans l'église, d'autres étaient sur la place de l'église, devant l'église. Il y en avait un qui était sur une colline qui surplombait l'église, et tout le monde racontait la même chose, mais vu d'un autre endroit. Et c'était une des scènes collectives. Parce que maintenant, vous travaillez plus sur le collectif, quelque part. C'est ça aussi la différence. Si, on le fait aussi, enfin, mais je veux dire, là, il y a une dynamique collective qui, quelque part, a ses limites, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire qu'on se sert du groupe pour fournir l'énergie nécessaire au travail. Mon mari va là. Le groupe constitue quand même un égrégore qui génère de l'énergie. Oui, oui. Et qui génère de l'énergie. Et cette énergie est utilisée par chacun pour investiguer son propre inconscient. Alors que jadis, l'égrégore fonctionnait en tant que tel, en tant qu'unité. Mais oui. Bon, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est ça. Alors jadis, on avait des scènes collectives du passé qui remontaient, c'est ce qui a fait l'objet des livres de mon mari d'ailleurs. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est une thérapie et chacun va chercher en lui ce qu'il doit en extraire pour s'en débarrasser. Mais il ne fait pas alors, donc finalement, il a besoin d'une espèce d'incitation. On suscite quelque chose. Il n'en a peut-être pas besoin, mais c'est plus fort si on le fait. Oui. On lui propose quelque chose par rapport auquel il va réagir. On ne lui demande pas fouiller dans votre mémoire. Non, non. Voilà. Ils sont mis en alpha, puis en theta. Ah, ils sont. Ah bon. C'est un groupe, on les fait allonger, comme jadis. Le sophrologue les met en alpha, puis en theta. Et ensuite, le sophrologue lit les textes. Mais tout le monde les écoute ou seulement la personne concernée? Tout le monde les écoute. Le texte est collectif. Ah bon, d'accord. Un texte sur Vénus, un texte sur le ternaire, un texte sur le binaire. Alors, ça commence par au début était le chaos. D'accord. Hein, mais l'esprit flottait sur les eaux, c'est les premières phrases du premier texte. C'est la Bible, la Genèse. Oui. Voilà, c'est la Genèse. Bon. Et donc ça, c'est un texte. Mais par exemple, quand on va leur lire le texte sur Vénus, c'est le même pour tout le monde. Bien sûr. Et ils vont réagir, mais chacun va donner un compte-rendu différent en fonction de sa propre Vénus. Ensuite, on ne relit pas de texte, mais on leur donne l'image monomère du degré de leur Vénus. Voilà. Et là, ils sont remis en état, et là, ils ont la suite de leur histoire, mais beaucoup plus individualisée et personnalisée. D'accord, oui, c'est assez elliptique. Donc, effectivement, vous avez des textes sur chaque planète, en fin de compte, que vous lisez et qui sont valables pour tout le monde, parce que tout le monde a sa Vénus, a sa Mercure, etc. Et après, on affine avec le monomère, en fait. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Et à ce moment-là, là, c'est lu à chaque personne en particulier? Non, on leur met sur un papier. Ah oui. Il y a 2 lignes. On leur distribue leur papier. On leur distribue leur papier juste avant qu'ils plongent en état. C'est ça. Et on leur dit de le lire, au moment où on leur dit de le lire, juste avant de les faire plonger en état. Ah oui. Et on leur dit de visualiser cette image. Eh oui, alors on les aide quand même pas mal, là. Ah oui. Ils n'ont pas à trouver... oui, c'est ça. Mais alors là, ils sont ensemble ou ils sont chacun... Ensemble. Ah, ils sont ensemble, alors chacun fait un travail. Et alors un travail individuel dans un groupe. Mais alors vous récupérez ça comment à la fin? Après chaque séquence, il faut un compte-rendu écrit. Ah, bah d'accord. J'en ai des quantités. Après chaque séquence. Si vous voulez, bon, la sophrologie sert d'outil, de facilitateur
Oui, c'est ça, pour exactement. la plonger dans l'inconscient, et l'astro sert de guide. Mais enfin, alors vous accordez une importance considérable au degré donc de Cherubel, c'est ça? Mais Ça, c'est Jones. Oui, c'est ça, Jones. Quand vous lisez Jones, c'est oui, lui parce qui qu'il y a aussi lisait oui, Cherubel. il y a aussi les Sabian Symbols de Rudyard. Oui, mais je préfère. Oui, d'accord. Et donc, j'ai essayé, hein. Oui, Je les ai bien tous sûr, essayés, bien hein. sûr. Y compris les autres, il y en a deux autres, la Thébaïde. Oui, la Volasphera. La Volasphera. C'est les Cherubel qui rendent le mieux. Mais alors, votre avis, Denise, d'après d'où ça sort, ces inspirations monomériques parce qu'on ne sait même pas si c'est de l'astrologie. Elle on dit que c'est de l'astrologie parce que c'est connecté avec des degrés. Mais en réalité, d'abord, il y a Gilles Verneret aussi avait fait des degrés. Enfin, il me semble que, je ne sais plus si c'est Voldine ou un autre qui dit que c'est extrait de tous les livres sacrés. Oui. Que certains viennent de la Bible, d'autres du Coran, etc. Oui. Les images elles-mêmes. Mais Jones, lui, il a travaillé avec parce qu'effectivement, il y a eu des ouvrages sur les degrés à la Renaissance, mais lui, est-ce qu'il a travaillé avec un voyant ou comment est-ce qu'on sait pas? Il a pris les Cherubel. Ah bon? Parce que moi j'ai tous les fascicules de Jones. Alors qu'est-ce qui vous a amené à découvrir l'intérêt des degrés monomères, justement? Jones. Parce que comment vous l'avez découvert, John? Vous étiez intéressé par la littérature américaine? Non. J'ai découvert John parce que Jones a eu 3 élèves. Rudyard, Vouga et un troisième qui s'appelle Meunier, Paul, qui était... Que j'ai connu, bon. Qui était à Bruxelles. Et ben voilà, il était pharmacien, oui, ça, il avait la pharmacie du roi. Ah, c'est ça, ouais. Bon, il est maintenant en Espagne, je vais acheter un château en Espagne, d'accord. Et il a épousé une autre astrologue avec qui il travaillait à Bruxelles. Bon, et il se trouve que Paul est dans la même démarche que moi au plan initiatique. D'accord. Hein? Et Paul avait tous les fascicules de Jones. C'est ça. En anglais, oui. Non, il les a traduits. Oui. Donc c'est par ce monsieur Meunier que j'ai connu, effectivement, que vous avez pris connaissance de cette... Non, c'est par Paul que je me suis intéressée à Jones, oui. Et c'est par Jones que je me suis intéressée à Cherubel. Oui, en réalité, lui, Meunier ne s'intéressait pas spécialement à Cherubel. Non, il s'intéressait à Jones. Voilà, et vous avez découvert dans Jones cette passée... Pas seulement, parce que Jones est fabuleux. Hein. Oui. Alors puisque vous considérez comme élève de Jones, alors qu'est-ce qu'est l'enseignement de Jones au niveau astrologique, Denise? Il est beaucoup plus ontologique que les autres, c'est-à-dire qu'on est obligé, quand on prend l'enseignement traditionnel, d'accepter certains, postulats. Quand on nous donne la signification des maisons, ça n'est pas justifié. Jones la justifie. Alors, Jones dit qu'il a reconstitué l'astrologie des Chaldéens. Beaucoup l'expression que vous employez dans votre fascicule. Oui, grâce aux écrits d'un kabbaliste espagnol du Moyen-Âge et d'un astrologue ami de Cicéron. Et grâce à ce qu'il a retrouvé là et là, il a reconstitué l'astrologie des origines des Chaldéens. C'est ce que dit Jones. Et alors pour lui, par exemple, pour justifier les maisons, il va vous dire, en quelques mots, pour vous donner une idée de sa façon de voir et de penser, que lorsqu'un enfant vient au monde, il se nourrit de 2 énergies, une énergie terrestre qui arrive par l'atmosphère terrestre et qui est symbolisée par l'ascendant, et une autre énergie cosmique, celle-là, qui arrive par le nadir et qui symbolise la force de l'esprit. Et alors, à partir de là, si la force de vie est à l'ascendant, les relations de vie sont au descendant. Si la force de l'esprit est au fond du ciel, les relations de l'esprit sont au milieu du ciel. Puis après, il part par triangle. La force de vie étant à l'ascendant, la maison 5 va être comment il appelle ça? L'expression de la vie. Et la force de vie, il trouve son origine à la 9, si vous voulez. La 9 va être à l'origine. Triangle de feu, en fait. Voilà, triangle de feu, triangle de terre, d'air et d'eau. Et c'est comme ça qu'il justifie la signification des maisons. Et il la justifie fort intelligemment. Oui, peut-être qu'il faudrait en prendre de la graine, effectivement. Voilà Jones, voilà comment pense Jones. Et toute son œuvre est comme ça. Alors ça n'est pas du tout en contradiction avec l'astrologie traditionnelle, mais c'est beau, tout y est plus justifié. Il y a un raisonnement logique. Il n'y a pas d'arbitraire. Il faut que je me mette à relire Jones. Oui, il faut vous mettre à relire Jones. Mais ça, le système des maisons de Jones,
transcendantale. D'ailleurs, je dois dire que tous mes élèves des 10 dernières années, puisque j'ai fait 20 ans d'astrologie, ont tous fait la calvésienne avec moi, et disent tous que on ne peut pas ils pensent qu'on ne peut pas l'apprendre au départ, que c'est un petit peu trop difficile, mais que quand on a fait l'astrologie traditionnelle, reprendre John, ça éclaire. Oui. Ça éclaire. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Mais donc Et en fait, c'est Jones qui m'a soufflé ça. Oui, oui. Donc, il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César, effectivement. Mais il ne pensait pas qu'on s'en servirait pour ce que j'en avais Non, fait. mais ça, c'est parce que mon mari est un pionnier en sophrologie. Et moi, si vous voulez, mon maître est un pionnier en astrologie. Enfin, pas un pionnier, mais il a retrouvé l'astrologie des pionniers. Parce que j'aime beaucoup Vouga. Oui. Mais Vouga il est très enrichissant. Mais c'est un conférencier avant tout, donc il parle énormément. Alors, c'est très agréable de l'écouter. On met le CD et puis on l'écoute, c'est sympa. Mais John, c'est beaucoup plus concis. Il va plus à l'essentiel. Alors ça me va mieux, ça. Je suis quand même très verso quelque part. Mais vous avez connu Germaine Nollet aussi Oui. Oui, vous faites partie du groupe avec Franchon Pradel-Roy, avec... Oui, d'ailleurs, Germaine Nollet, moi, je retrouvais un nombre considérable de lettres que j'ai... Est-ce que vous avez pris connaissance du DVD sur Germaine Nollet Non. Non. Il y a eu un DVD parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les personnes qui la représentent. Oui, bien sûr. Et donc, Germaine Nollet... Moi, j'ai gardé d'excellentes relations avec d'autres anciens, comme Paul, entre autres, mais Paul a connu Vouga. Et Vouga travaillait avec Jung. Hein. Oui. Paul et Vouga et Jung ont travaillé ensemble. Mais alors, avant, enfin, je ne sais pas, une question qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, avant, il y a eu certainement d'autres tentatives que d'utiliser des textes astrologiques en sophrologie. Il y a peut-être les sophrologues qui ont proposé d'autres documents, d'autres textes d'inspiration. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'était, par exemple? Ils puisaient dans quoi? Pour solliciter, pour, comme vous disiez, faciliter l'anamnèse, faciliter... J'ai l'impression qu'ils avaient quand même cherché des symboles aussi. Je ne sais pas où ils avaient... Mythologie, probablement. Ils lançaient des choses comme ça. C'est pareil. Hein. Oui. Seulement, si vous voulez, bon, moi, ce qui fait la force de la méthode, c'est qu'on va chercher des symboles dans le thème de chacun. Et oui, bien sûr. Donc, on cible. Oui, a priori, les gens peuvent... Mais alors, les gens ne sont pas au courant? Ou certains le sont? Après. Parce que après, donc finalement, quelque part, ça va quand même consolider leur relation avec ces symboles. Oui, au lieu que ce soit des symboles passagers, ça devient des symboles en racines. Ils gardent d'abord les petits papiers sur lesquels on leur a écrit leur monomère et les emportent. On leur conseille de les relire avant de s'endormir quand ils sont bien détendus, pour que leurs rêves leur apportent des informations complémentaires. Et puis, il y a un 4e séminaire, il y a 3 séminaires de sophrothérapie, ou astro-sophrothérapie, où on fait ce que je vous ai expliqué. Puis le 4e est un bilan. On se réunit, ils posent les questions qu'ils veulent poser, on explique, on détaille, etc. Mais jamais avant le 4e, c'est-à-dire 9 mois après. Puisque vous avez 3 séminaires espacés de 3 mois, ça fait 6 mois, plus le 4e, ça fait 9 mois. Et on leur dit que c'est le temps d'une gestation. Et alors, en général, ils avaient tendance à poser des questions entre le 1er et le 2e, et quand on arrive au 4e, qui est le temps des questions, ben, ils ne les posent plus. Parce qu'entre-temps, ils ont trouvé les réponses tout seuls. Est-ce que vous savez qu'il y a un mot qui est très à la mode actuellement, c'est le mot coaching. Oui. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui pratiquent le coaching? Non. Non, on a beaucoup d'élèves, on a beaucoup de coachs parmi nos élèves, énormément. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'on n'entend pas? Pourquoi vous n'en êtes pas une? Qu'est-ce que c'est qu'un coach? Parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Le coach, c'est celui qui... c'est comme un entraîneur. Oui. Et ça ne fait pas partie de votre créneau? C'est pas tout à fait pareil, parce que moi, je pense qu'il faut faire appel aux forces intérieures de chaque individu pour qu'il les découvre, qu'il les développe, qu'il les utilise. Chacun porte sa propre force. Et le coach, il ne fait pas ça? Un peu quand même. Mais le coach, il insuffle aussi sa propre force et sa propre volonté. Voilà, c'est ça. Nous, on a plus tendance à faire découvrir à chacun quels sont ses points forts et ses carences, pour s'appuyer sur les premières et combler les autres. Si vous voulez, on demande à chacun
de découvrir qui il est et de devenir lui-même. Deviens ce que tu es. C'est vraiment, je crois que notre démarche commune à tous les deux, c'est de devenir ce que tu es. Mais pour devenir ce que l'on est, faut-il encore le savoir. Alors l'astro permet de découvrir qui l'on est, et la sophro aide à le devenir. Je crois que c'est vraiment la formule entre les deux. Et alors, si on reste sur cette formule, alors finalement, les techniques prévisionnelles, ça vous intéresse pas en astrologie? Si. Parce que le devenir, c'est plus, vous mettez ça sur le compte de la sophrologie. Non, pas seulement, parce mais que... est-ce que vous avez un quelconque recours à une quelconque technique dans le cadre de cette thérapie. Mais en tant qu'astrologue, moi je fais de la prévision. C'est ça, mais pas dans le cadre de... Ça n'entre pas dans le cadre de cette thérapie. Non. Ça ne pourrait pas entrer, à votre avis? Non, mais par contre, au 4e séminaire, où les gens posent des questions et on a leur thème sous les yeux, là ils savent très bien ce qu'on fait et ils savent très bien qu'il est question d'astrologie, arrivé au 4e séminaire. Si on voit un cycle un peu menaçant pour leur morale, on les prévient. Moi, je suis d'avis, par exemple, moi, je vois la prévision d'un décès accidentel, moi, je préviens toujours. Je sais que ça choque, mais si je ne le faisais pas, ce serait non d'assistance à personne en danger. Et quand je vois dans un thème un Uranus sur la pointe de 8 mal aspecté, je cherche les dates, les périodes où Uranus va, dans le cycle uranien, où il va être en carré et en opposition à lui-même, et là je vais chercher dans ces périodes-là les transits de Mars et de la Lune, et je dis attention à telle période de votre vie, ne faites pas de varap, ne faites pas de ski, évitez les sports dangereux. Et alors ça c'est l'astrologue qui parle. Là. Mais c'est l'astrologue utilisant quelle technique? C'est les directions, c'est les transits, c'est quoi? En ce qui concerne Uranus, c'est les transits. Voilà, donc c'est ça. Et alors donc... d'après ce que vous dites, il semble que pour vous, on peut prévoir des choses assez précises, en fait. Moi, je dis à la semaine près. Oui, donc c'est tout à fait un autre aspect de votre... Mais là, on ne parle plus de sophrothérapie. Hein, non, voilà, c'est ça, oui. Moi, j'ai même mis au point des techniques, d'ailleurs, que mes élèves continuent à donner en cours à d'autres, parce qu'un certain nombre de mes élèves sont devenus professeurs, mais où on arrive à cibler très très bien les dates, les bonnes comme les autres. Elle est favorable comme les autres. Vous avez Uranus, si vous avez un Uranus très dissonant et très menaçant, il y a quand même les 4 phases de 21 ans, 42 et 63 des chaque carrés. fois ça va marquer. Et dans ces périodes-là, parce qu'Uranus il se balade quand même pendant un certain temps en opposition à lui-même ou en carré à lui-même, je cherche les transits de Mars, et quand j'ai trouvé le transit de Mars qui peut être dangereux, je cherche le transit de Lune. Pour affiner. Pour affiner, avec un transit de Lune, on trouve à la journée près. Oui, c'est un peu ce que disait Antares. Mais, et alors, vous vous en servez dans votre propre vie, la conduite de votre propre vie Plus maintenant. Plus maintenant. Mais il y a eu une période, oui. Mais même des transits de Lune, quelquefois, bloquent des choses, ça dépend... J'ai vu le cas, à l'époque où j'étais dans la presse et la publicité, où je négociais avec les multinationales. Un jour, j'avais un rendez-vous dans le groupe BSN, qui étaient mes clients. On leur vendait des pages de publicité dans Mon Enfant et moi, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Et je regarde, comme c'était quand même très... Il me donne un rendez-vous, sans que je le demande, moi, sans que je le demande, et ça ne me plaisait pas du tout, parce qu'il y avait un transit de Lune qui ne me plaisait pas. J'ai essayé de le décaler, je n'ai pas pu. Mon interlocuteur m'a dit, mais c'est quelqu'un qui vient de Roubaix, de Lune, je ne sais plus. Et pendant le temps où la Lune, je ne sais plus, elle devait passer sur Saturne ou quelque chose comme ça, j'ai eu l'impression que mon contrat, qui était renouvelé régulièrement tous les ans depuis des années, était remis en question. Et d'un seul coup, pile à l'heure où la Lune lâchait, et ce brave garçon, qui était jeune par rapport à mes interlocuteurs précédents, qui étaient plus âgés, m'a dit, écoutez madame, je vous remercie, vous m'avez convaincu, tout va bien, il a signé. Il a fallu attendre que la Lune change de signe. Il a fallu que change, oui. c'est ça. Mais ça c'était... je m'en sers pas régulièrement, mais quand il y a des choses importantes, et là c'était important, c'était un très gros client, BSN, on travaillait pour plusieurs marques du groupe. Bon, alors donc justement, vous dites qu'on a fait... Justement, c'était avant qu'on l'entretient. Oui. Donc pour nous revenir sur cette période
initiatique pour vous, puisque c'est là que vous avez rencontré l'astrologie. Oui, alors nous avons créé une revue en 68, d'ailleurs, elle est sortie en mai 68, qui s'appelait Mon enfant et moi, qui a d'ailleurs été rachetée et qui est devenue Parents. Et dans cette revue, on travaillait avec tous les précurseurs en matière de pédiatrie, de psychologie enfantine, etc. On a travaillé avec Dolto et avec un accoucheur qui s'appelait Minkowski. Et c'est pas très joli ce que vous filmez là. C'est plus joli en bas. La bibliothèque, elle est pas mal. Ah, il y en a une plus grande en bas. Oui, et Minkowski, dans un article où il parlait comme il était un grand accoucheur, il terminait son article en disant que le problème avec les nouveau-nés, c'est qu'on ne savait pas quand un enfant pleurait s'il voulait qu'on le console, qu'on lui donne à manger, ou au contraire qu'on le laisse en paix. Et la chute était, pour le savoir, il faudrait faire son thème astrologique. Et j'ai été extrêmement choquée avec mon rationalisme de l'époque, de cette chute, mais comme c'était Minkowski, je suis rentrée chez le docteur Rouillet à la librairie Vega. Rouillet, le docteur Rouillet, qui est devenu un ami par la suite. Je suis rentrée acheter mon premier livre d'astrologie. Vous êtes tombé par hasard dans cette librairie, finalement. Oui. Mais c'était un hasard qui faisait bien les choses. C'est pas n'importe quel libraire. Oui, c'était un hasard qui faisait bien les choses. Oui. Il est devenu... c'est un monsieur qui devait avoir... J'avais à l'époque 35... Attendez, c'était en 68. Quel âge j'avais en 68? 40 ans de moins. Oui, mais j'avais 30, c'est ça. Et... 43 ans. Oui. Et le docteur Rouillet en avait sûrement 70. Mais il m'a prise en amitié et il m'a conseillé des livres, et il m'a d'ailleurs cédé des livres extraits de sa propre bibliothèque qui sont ultra précieux. Oui, j'imagine. Voilà. J'ai toujours eu la chance de tomber sur des gens que je considère, moi, quelque part comme des initiés dans leur discipline. Madame Ollet, quelque part, m'a prise. Alors, Madame Ollet, vous l'avez rencontrée comment, Madame Ollet? Par une amie. Par une amie qui m'invite à déjeuner avec elle. Et puis, de Madame Ollet, je suis remontée à Vouga et de Vouga à Jones. D'accord. Mais Jones, c'est quand même par Paul Meunier. Oui, mais Paul était un élève de Vouga. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Si vous voulez, je préfère de très loin, Vouga à Madame Ollet, qui est sa répétitrice, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Oui. Parce que moi, j'ai des ouvrages qui sont publiés aujourd'hui sous la signature de Madame Ollet. Je les ai sous forme de polycopiés, signés Vouga, les mails. Les mails, j'en ai là encore dans mon placard. Oui, comme une répétitrice, effectivement, c'est le mot juste. Oui. Bon, mais derrière Vouga, ce qui n'enlève rien à Vouga, puisque John a interdit qu'on publie son œuvre. Alors il est évident que Vouga et Rudyard n'avaient pas d'autre choix que de réécrire les choses avec leur propre patte. Mais Jones, il a publié quand même des ouvrages sous son nom. Oh, un. Je crois que je l'ai, son livre. Un seul. Oui. C'est même pas lui qui l'a publié, c'est quelqu'un qui l'a publié malgré son interdit. Donc on était obligé de publier sous un autre nom. Non, c'est pas moi. Non, mais Rudyard et Vouga ont publié sous leur nom, ont repris la pensée de Jones et l'ont présentée selon ce qu'ils sont eux-mêmes. On met ce qu'on est dans ce qu'on écrit. Oui, voilà. Hein? Et ils ont rajouté beaucoup de fioritures autour. Parce que c'est l'un et l'autre, surtout des écrivains. Enfin, Vouga est un conférencier et Rudyard un écrivain. Oui. Et un artiste. Alors, ils ont repris la pensée de Jones, mais qu'ils ont présentée dans leur sauce individuelle. Absolument, oui. Et moi, quand j'ai réussi à remonter à Jones, moi, je préfère Jones, parce qu'il est beaucoup plus concis. Bah oui, prof. Oui. C'est la pensée d'origine. Donc c'est bien grâce à vous, on reparle de cette astrologie chaldéenne de Jones. Mais alors justement, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous savez que l'astrologie alors, le mot karmique, vous ne l'employez pas, vous l'employez quand même? J'essaie d'éviter de l'employer. Vous essayez d'éviter de l'employer. Et qu'est-ce que vous pensez de l'axe des nœuds dont on parle beaucoup? Tout à l'heure, vous parliez, alors le passage de la tête à la queue du dragon, ou de la queue du dragon à la tête du dragon. Vous savez que c'est très à la mode, ça, vous ne l'avez pas adopté? Je m'en sers. Le signe où se trouvent les deux nœuds? Je m'en sers. Je pense que le nœud sud symbolise des habitudes bonnes ou mauvaises, mais bien ancrées en nous. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a... oui, c'est les réflexes de Pavlov. Alors que... allez, un potentiel à développer. Alors, oui, ce qu'on disait. On a parlé de la question de l'axe, le karma,
le passage du nœud sud vers le nœud nord. Non, moi je trouve, si vous voulez, par exemple, Jones, pour lui, ne veut pas entendre parler de karma, parce qu'il dit que tout est karmique. Que nous sommes tous le produit de quelque chose qui nous a précédés. Ben, c'est le principe du thème natal, à la limite. Pourquoi est-ce qu'on a un thème natal spécifique alors qu'on vient de naître? Oui. C'est-à-dire Donc, ça alors, suppose quelque part. Vogad fait la même chose. Vogad n'emploie pas beaucoup le mot karmique. Mais c'est sous-jacent à sa pensée que nous sommes le produit ou le résultat d'une chaîne d'individus ou comment dirais-je, d'essais qui nous ont précédés. Moi, j'ai tendance à dire que la nature fait tous les jours un nouvel essai. Toutes les minutes, il y a toutes les secondes, il y a un individu qui naît et qui est un essai, une tentative de réalisation de la nature. Parce qu'à chaque fois, le thème est différent. Il n'y a pas deux thèmes pareils. Donc, on est chacun différent et pourquoi pas. Mais on est certainement le produit, le résultat d'expériences ou d'essais antérieurs. Le rapport entre l'individuel et le collectif. Tout à l'heure, vous me parliez d'une hérédité. Alors, d'un côté, il y a la mémoire ancestrale, il y a l'hérédité collective, en fin de compte. À mon avis, ce qu'on appelle le karma, c'est collectif. Alors, justement, parfois vous parlez d'une espèce de processus génétique collectif qu'on reçoit individuellement. Par exemple, je sais pas, en tant que femme, vous naissez, individuellement, vous pouvez faire des enfants, mais vous n'êtes pas la seule à faire des enfants. Comment vous articulez justement le rapport entre l'individuel et le collectif? Parce que tout à l'heure vous disiez, mais c'est bien, le thème astral, c'est individuel, mais en même temps, il y a aussi une dimension du collecteur, c'est l'individu. C'est comment on assume comment on intègre le collectif au niveau de sa personne, c'est ça, le thème astral? L'idée de Vogel, c'est la minute et l'heure. Il dit que chacun de nous est une minute et que comment, attendez, je cherche que vous répondre là. À mon avis, on est porteur de la mémoire collective, on est porteur de l'expérience collective, que ce soit celle du passé et du présent. Je pense qu'il y a un phénomène d'osmose entre tous les vivants, et je ne dis pas entre les humains, je dis entre les vivants. Alors, moi j'appelle ça phénomène d'osmose, on peut lui donner d'autres noms, qui ne me conviennent pas bien, je n'emploierai pas. Et je pense que, par exemple, quand il y a une découverte sur un point de la planète, la même découverte a lieu sur 2 ou 3 autres points, ça c'est connu. Oui. Bon, alors, pourquoi, comment 2, 3 ou 4 individus vont arriver au bout de leur recherche, à concrétiser leur recherche, à la même période, pour des recherches qui durent quelquefois depuis plusieurs décennies. Tout à fait, oui. Donc il y a quelque chose, il y a, à mon avis, quelque chose de collectif là. Mais en même temps... Et en même temps d'individuel. Oui. Alors moi, si vous voulez, je voulais faire graver, là je suis en train de commander ma pierre tombale, je voulais faire graver une chaîne d'union dessus. Parce que je pense que chacun de nous est un maillon d'une chaîne. Excusez-moi, je m'exprime en symbole. C'est mon langage. Alors j'essaie. Donc je n'ai pas du tout peiné à écrire tous les textes qui sont utilisés en sophothérapie, parce que c'est vraiment mon langage. Je m'exprime souvent en métaphore ou en symbole. Vous n'avez pas été tenté d'écrire une nouvelle série de degrés monomères Non, parce que pour ça, il faut c'est pas gratuit, les monomères. C'est quand même des astrologues qui les ont obtenus en mettant des individus en alpha. Mais vous auriez peut-être pu l'obtenir, justement. Oui, j'ai pas essayé. Pourquoi Pourquoi inventer quelque chose de nouveau quand ce qui existe marche? Oui. Ça, c'est mon pragmatisme. Ah oui, c'est le fameux pragmatisme de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Non, comme on me demande toujours pourquoi je n'ai pas écrit sur l'astrologie, parce que je pense que tout est dit. Oui. Surtout quand on a lu Jones, tout est dit. Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est du plagiat de réécrire. Moi je pense que tous les auteurs qui nous sortent du bouquin, oui. Sauf alors quelqu'un qui a travaillé sur Chiron, là, Chiron, oui. Ça c'est pas du plagiat. Il y a aussi Biget qui a Luc fait... Biget. Oui, j'aime beaucoup ce que fait Biget. Il est allé chercher, il a utilisé le principe des mi-points.
entre Saturne et Uranus, ça me semble une excellente idée. Entre la planète celle du personnel et celle du transpersonnel. Le passage. Ça me semble une bonne idée. Le mille-point entre très Saturne bien, et oui, Uranus. je ne savais pas qu'il faisait ça, mais c'est très intéressant. Si, il a écrit un livre sur la Lune noire, Oui. et il a écrit aussi un livre, c'est lui qui a écrit sur la Lune noire, donc je ne dis pas de bêtises, et justement sur les 1000 points entre Saturne et Uranus. Oui, Alors, la porte visible et la porte invisible. Oui. Et ça, je peux vous dire que je m'en sers en astrologie et que ça marche. Hein. Mhm. Mais Bugy est par ailleurs président de la... L'université du symbole. Oui, de l'université du symbole. Bon, c'est quelqu'un, je ne le connais pas, mais on a des amis communs qui me disent toujours qu'on pense un peu de la même façon. Ah d'accord, donc il y a une parenté. C'est un symboliste. Mais il a écrit aussi sur la mythologie. Parce qu'il a écrit sur Narcisse et sur... je ne sais Ah plus. oui, oui, j'ai écouté à plusieurs reprises. Il s'intéresse aussi d'ailleurs à l'astrologie mondiale. Il a écrit sur Israël, etc. Oui. Non, mais je pense vraiment que chaque individu vivant actuellement, ici et maintenant, est le produit d'un passé expérimental, enfin porteur de quantité d'expérience, et est aussi a accès, si vous voulez, aux expériences en cours, ailleurs. Moi, je pense que si quelqu'un devient plus intelligent, il fait avancer l'intelligence collective. Oui. Un seul individu. Alors, on le Bien disait pour la possible. prière, puisque, bon, il y avait des îles où il y avait des monastères et des hommes qui priaient pour contrebalancer les drames et la barbarie qui avaient lieu à l'autre bout du globe. Au même titre que la prière d'un groupe d'individus peut faire avancer, rétablir l'harmonie et l'amour sur cette planète, je pense qu'au niveau de la quête et de l'intelligence et de la recherche et de la compréhension, si 10 individus avancent dans leur compréhension, il faut avancer du tout. Oui, d'ailleurs, c'est une question qui est assez complexe, parce que effectivement, c'est vrai que si on prend par exemple, moi actuellement, je pense à la question par exemple de la pollinisation, c'est-à-dire Oui. il suffit que quelques éléments bougent et se déplacent pour que ça profite à tout le monde. Et les autres, eux, ne se sont pas déplacés. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir dans certains cas si l'astrologie n'agit pas de façon privilégiée sur certaines personnes, et que les autres ne reçoivent cette influence que indirectement par le déplacement de ces quelques personnes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous employez une autre métaphore pour dire la même chose que moi. Mais là, je réponds à votre question, le rapport entre l'individuel et le collectif. Moi, je pense que l'individu fait partie du collectif de façon permanente, totale, globale, et que tout mouvement en avant fait avancer tout le monde, tout mouvement de récession fait retarder. Oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est que, à la limite, l'astrologie que vous avez adoptée n'est pas une astrologie du collectif, justement, apparemment. Bien qu'évidemment, elle mette tout le monde à l'échelle du cosmos et des planètes, etc. Mais je veux dire que... Et pourquoi c'est pas l'astrologie du collectif? Qu'est-ce que vous voulez parce que c'est quand même le thème de chaque personne. Si chacun a son... Les gens qui s'intéressent à leur thème, c'est quand même qu'ils ont ils sont un peu centrés sur eux-mêmes. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le collectif, sinon les unités les unes à côté des autres? Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire, effectivement. Donc c'est la somme des individualités qui fait le collectif, Absolument. en fait. Oui. Absolument. Mais parfois, quand même, le thème astral tend un peu à enfermer la personne sur elle-même. Non, parce que par expérience, avec quand même 20 ans d'astrologie derrière moi, même plus de 20 ans maintenant, parce que j'ai dû commencer en 68, quelque chose Ça comme fait ça. 40 ans. En 40 ans. Moi, je prétends que le problème des individus est de ne pas se connaître, de ne pas connaître leur potentiel, de ne pas être capable de cerner leur potentiel et de ne pas l'utiliser, de mal l'utiliser. Les gens, Charles Vouga disait, nage dans le sens du courant et tu seras libre. Beaucoup de gens nagent à contre-courant parce qu'ils se choisissent des modèles de façon arbitraire et ils veulent être ce que sont les modèles qu'ils ont choisis. Au lieu
de découvrir qui ils sont et de développer leur propre potentiel. Or, moi, je pense que le travail d'un astrologue, là, ce qui est bénéfique dans l'interprétation d'un thème, c'est de découvrir à l'individu des capacités chez lui, en lui, qu'il n'imaginait même pas. Écoutez, par exemple, notamment tout à l'heure, vous parlez de prévisions. Vous faites des prévisions individuelles ou collectives? Individuelles, je ne fais pas de... Voilà, donc... je ne fais pas l'astrologie, moi, personnellement. Oui, d'accord, mais donc, voyez-vous, il y a quand même... enfin, pour moi, c'est un débat important, mais il y a quand même un moment où moi, je trouve que il y a des astrologues qui font du collectif, mais ce sont souvent ce qu'on peut appeler l'astrologie mondiale. Et puis, il y a l'astrologie individuelle avec des prévisions individuelles, c'est-à-dire, telle personne aura tel transit tel mois, de telle année, telle autre personne aura le même transit, mais plus tard parce que son thème est différent, etc. On est, quelque part, on n'est pas vraiment un collectif. Hein. Mais si, parce que moi, il y a un adage que j'aime bien, c'est les ouvriers se lèvent et se remplacent. Oui. Alors celui qui a le bon transit en 2008, eh bien, charge à lui de mettre la corde sur son épaule et de tirer le train collectif en 2008, et celui qui aura le bon transit en 2010 prendra le relais en 2010. Oui. À mon avis, le collectif n'existe pas s'il n'y a pas l'individu. Oui, non, mais ça m'intéresse cette non, mais le collectif est fait d'individus. Oui. Alors, mais ce ne sont que les individus qui peuvent hisser et en avant. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, oui, je comprends, c'est assez cohérent ce que vous dites, parce qu'effectivement, si les individus sont responsables de la marche du collectif, et qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là... pour ce relais. Il faut donc qu'il y ait un relais. Vous n'envisagez pas des moments de dépression générale avec des moments d'exaltation générale? De par les cycles, ça n'existe pas. Bah si, le cycle peut y avoir des périodes creuses dans un cycle. Oui, mais dans les cycles individuels, pas dans le cycle collectif. Même dans le cycle collectif, on voit bien qu'il y a des moments où les choses sont beaucoup plus animées que d'autres. C'est vrai, mais il y a quand même lorsque le cycle collectif est dans la période de récession, de baisse, il y a quand même des individus qui, eux, continuent à tirer à faire avancer le train. Moi, ce qui me gêne un petit peu, on va en parler, parce que là, on va changer la cassette. Hein. Donc, on va